Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de février. Au mois de février, j'avais participé au challenge d'Alex Bookin en Prada, donc le février tapal, et je crois que j'ai fini avec 30 ou 31 lectures sur le mois. Donc forcément, il y avait aussi pas mal de titres graphiques, pas mal de romans courts, mais voilà, il y avait un petit peu de tout. Et du coup, aujourd'hui, j'ai donc la dernière salve de lecture à vous présenter. Je vous parlerai donc de 5 romans ainsi que de 3 séries graphiques. Et on va commencer sans plus tarder. Pour commencer, je vais vous parler du Soldat désaccordé par Gilles Marchand que j'ai écouté en version audio chez Audiolib, mais il est également disponible en format papier, également en format poche. Pour ce qui est de ce récit-là, on est sur un récit qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, dans lequel on va suivre l'histoire d'un homme qui est un ancien soldat qui, depuis la fin de la guerre, consacre sa vie à retrouver les disparus. Il travaille en fait pour différentes familles, différentes personnes qui essayent de retrouver des gens après la guerre. Ça peut être des soldats pour lesquels on sait qu'ils sont décédés mais pas exactement où, et donc il essaye de retrouver un petit peu leurs traces. Ça peut être des camarades soldats que d'autres essayent de retrouver, et ça arrive également qu'il y ait des familles qui le contactent parce qu'ils ont un de leurs proches qui a disparu. C'est ce qui va se passer au début du récit. Il va être contacté par la mère d'un jeune soldat qui est parti pendant la Grande Guerre et qui n'est jamais revenu. Sauf que pour le coup, il n'y a eu aucun avis de décès, on ne retrouve sa trace vraiment dans quasiment aucun registre. Et du coup, notre narrateur va donc se lancer à sa recherche. Notre narrateur, on ne connaît pas son nom, c'est vraiment pas lui le personnage principal. Il raconte forcément une partie de son histoire à lui en tant que soldat et comment est-ce que ça l'a amené à faire ses recherches ensuite. Mais le personnage principal, c'est vraiment voilà, ce jeune soldat qui a disparu, ce fils qui est recherché par sa mère, qui est attendu par sa mère pendant des années et même des dizaines d'années. Et donc voilà, on va suivre toute cette histoire. C'est un récit qui est vraiment intéressant à lire, qui en apprend pas mal sur les disparus de la Grande Guerre, sur finalement tous ces destins brisés et ces familles qui ont été déchirées, avec des soldats qui sont revenus soit complètement traumatisés, soit qui ne sont pas revenus, ou soit dont on a complètement perdu la trace finalement. C'est un récit dans lequel il y a pas mal de rebondissements, c'est plutôt bien mené et c'est également très bien lu pour la version audio. J'ai trouvé ça plutôt fluide à suivre, ça se lit assez bien. C'est un récit qui fait assez court, il fait 5 heures d'écoute. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec. C'était la première fois que je lisais un roman de Gilles Marchand. Apparemment, de ce que j'ai compris, dans les autres, il y a davantage de côté un peu fantastique, un peu merveilleux, onirique, ou voilà, on peut appeler ça un peu comme on veut, et c'est moins le cas pour celui-ci qui est un petit peu plus terre à terre, même s'il y a effectivement quelques métaphores, quelque chose, mais voilà, globalement on est quand même sur un récit assez ancré dans la réalité, et également très documenté. Ça se sent vraiment que Gilles Marchand voilà, s'est intéressé à toutes ces histoires de tous ces soldats. Alors c'est vrai que la fin est assez particulière, elle a pas mal dérouté les lecteurs, et je comprends pourquoi, parce qu'effectivement on s'attend pas à voir ce genre de fin à l'issue du récit. Mais voilà, en tout cas pour ma part, je l'ai bien apprécié. Je l'ai écouté donc dans le cadre du prix Audiolib, puisque c'est l'un des 10 sélectionnés cette année et que je suis jury. Pour le coup, c'est pas la lecture que j'ai préférée, mais pour l'instant, il se classe quand même dans le haut de mes lectures. Ensuite, j'ai lu le roman Tofi et moi par Sarah Crossan, dont je vous afficherai la couverture. C'est un roman qui est publié en collection adolescent et qui est écrit en vers libre, comme c'est le cas de pas mal de romans de Sarah Crossan. J'ai lu, je pense, quasiment tous ses titres, en tout cas tous ses titres récents, tous ceux chez Rajo. Et c'est une autrice du coup irlandaise dont j'apprécie vraiment le travail. Je trouve que son écriture est toujours assez sensible, qu'il y a pas mal d'émotions dedans. Suivant les thématiques, il y a certains titres qui m'ont plus parlé que d'autres. Et c'est vrai que Tofi et moi, j'aurais pensé l'apprécier encore plus parce que j'aime vraiment bien la thématique et l'idée de départ, et ça parle de plein de choses intéressantes. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être du coup à ressentir un peu plus d'émotions que ce que j'en ai eu. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui vit dans une famille qui est vraiment complètement dysfonctionnelle. C'est une famille qui est très violente, elle vit avec son père qui là-bas, voilà, vraiment c'est très compliqué. Et elle va décider du coup de s'enfuir, et dans sa fuite elle va s'abriter dans une grande maison. Et dans cette grande maison, il y a juste une vieille femme qui habite, sauf que cette vieille femme est atteinte de démence, qu'elle perd progressivement la tête et la mémoire, et qu'elle prend du coup cette jeune étrangère pour Tofi. Au départ, on ne sait pas très bien qui est Tofi, mais voilà, toujours est-il qu'elle la prend pour Tofi, et que finalement notre adolescente, qui sinon est un petit peu à la rue, va un peu jouer de ça, va un peu justement se faire passer pour Tofi, dont elle ne sait absolument rien, qu'elle connaît absolument pas,
mais pour pouvoir au départ juste garder un toit au-dessus de sa tête. Et puis finalement on va voir comment va se nouer une relation entre ces deux femmes. Forcément c'est très particulier parce que c'est une relation qui est basée au départ quand même sur un mensonge, et du coup on s'interroge sur ça, mais on voit également que c'est une relation qui est sincère et qui va amener certaines choses ensuite. Donc voilà, c'est assez particulier comme récit, mais en termes de thématiques abordées, j'ai trouvé ça assez intéressant et assez original. Ensuite, j'ai lu le roman Elvira qui va des clans unifiés par Tiffs. C'est publié aux éditions Plume Blanche et c'est un récit qui se passe dans le même univers que sa duologie Alunia. Pour ma part, je n'ai pas lu Alunia parce que ça me tentait pas forcément plus que ça. Je trouvais que ce serait peut-être un petit peu trop classique pour moi en termes de littérature ado. Par contre, c'est vrai que le pitch d'Elvira me tentait pas mal et Tips m'avait dit que ça posait pas de problème, que c'était construit pour pouvoir être lu séparément, même si ça se passe après les événements d'Alunia et qu'il y a forcément des points qui sont raccordés, etc. Mais que voilà, globalement, on pouvait tout à fait lire celui-ci et comprendre tout le gros de l'histoire. Pour ce qui est donc de cette histoire, on va donc suivre Elvira qui est donc une Kiva. Et une Kiva c'est une sorte de divinité présente sur Terre. On va dire qu'il y a comme une lignée de personnes qui sont quasiment considérées comme des êtres divins. Et donc ça se transmet vraiment voilà, au sein de la famille. Et donc nous, on a cette jeune femme, Elvira, qui fait donc partie de cette descendance, qui est en fait la nièce de la dernière Kiva en date et qui a été déclarée comme étant son héritière. Sauf que les matriarches qui règnent autour d'elle vont se rendre compte qu'elle est stérile et à partir de là ça va poser un sacré problème puisque si on ne peut pas lui affecter de descendance, et bien à partir de là tout s'effondre. On considère que ça va amener beaucoup de choses négatives sur elle et sur son peuple, que ça va les emmener dans toute une période de malheur, etc. Et donc forcément à partir de là ça devient assez compliqué pour elle, elle est obligée de partir et nous donc on va suivre tout ça. Ça se passe du coup au nord de l'univers d'Alunia, dans un monde qui est particulièrement froid, glacé, etc. Donc avec des grandes marches sur la banquise, dans la neige. C'est un récit forcément qui parle pas mal de croyances, puisque le personnage d'Elvira est lui-même au sein de ses croyances et de cette religion. Et du coup c'est intéressant de voir comment l'univers est construit autour de ça et comment c'est perçu par les différents personnages, puisque tout le monde n'a pas forcément le même point de vue là-dessus. C'est donc un roman de fantasy, mais c'est vrai qu'il y a quand même des touches assez modernes dedans qui surprennent un petit peu. On a l'habitude un peu de la fantasy un peu médiévale dans lequel il n'y a pas forcément de technologie. En l'occurrence, on est quand même vraiment sur un univers de fantasy complètement inventé, mais voilà, avec des touches de technologie, donc ça en fait un petit twist qui est assez intéressant. J'ai trouvé que vraiment que c'était un récit qui était très prenant, qui était très captivant. Il y a pas mal d'ellipses à l'intérieur du récit, mais elles sont toujours faites de manière à accélérer le récit. Je sais pas encore du coup si je lirai Alunia ou pas, parce que j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai lu là. Donc voilà, je suis pas fermée à lire Alunia, mais c'est pas une priorité. J'avais participé à la campagne Ulule pour le Chant des Voiles, donc je l'ai reçu, je vous le présenterai dans mon prochain book haul. Et du coup je lirai le Chant des Voiles, ce sera ma prochaine lecture de Tiffs. Ensuite j'ai lu Sang de Lune par Charlotte Bousquet, publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène. C'est un titre qui est sorti il y a déjà pas mal d'années maintenant et que j'avais dans ma pile à lire depuis pas mal d'années aussi. Pour ce récit-là, on est sur un récit de dystopie féministe dans lequel on va suivre un monde dans lequel les femmes sont vraiment horriblement rabaissées. Forcément, c'est un récit qui est fait pour nous parler de la condition des femmes dans notre société actuelle et de ce qui pourrait être modifié, ce qui mérite d'être amélioré, en poussant un petit peu les choses, donc avec vraiment le côté à la fois très reproduction, utilité de reproduction de la femme, et puis en même temps elles sont très dévalorisées, on considère qu'elles sont très impures aussi. Donc voilà, ça parle de tout ça. J'ai trouvé que c'était une dystopie adolescente qui était plutôt intéressante et bien menée, mais qui n'était pas très originale. J'ai trouvé ça un petit peu classique par rapport à ce qu'on peut imaginer autour de cette thématique-là. Voilà, je trouvais que globalement ça rentrait dans ces codes-là et que ça s'en éloignait peut-être pas assez pour moi. C'est un récit qui parle donc d'un personnage principal, d'une jeune fille qui décide donc de s'enfuir de cet univers dans lequel elle vit. Elle vit dans une sorte de grande cité et elle entend parler qu'il y a des personnes qui sont comme des dissidents qui vivent en dehors et qu'elle décide de partir rejoindre. Malheureusement, je trouve que le récit souffre un peu d'un milieu assez lent dans lequel il se passe un peu moins de choses et ça m'a un peu perdue, un peu fait décrocher, et ensuite j'ai eu un peu de mal à revenir dans le récit, à être de nouveau vraiment investie par ce qui se passait pour les personnages. Donc voilà, je suis contente de l'avoir enfin lu, mais c'est vrai que pour ma part j'aime beaucoup le travail de Charlotte Bousquet, mais que je vous recommande davantage le reste de sa bibliographie. Il y a beaucoup de ses titres que j'ai beaucoup appréciés, que ce soit en contemporain ou en imaginaire, et plutôt à destination jeune ou moins jeune. Donc voilà, celui-ci est plus anecdotique pour moi, c'est pas celui de sa bibliographie que je vais le plus retenir, mais je suis contente de l'avoir enfin découvert.
Pour terminer, côté roman, j'ai également lu le roman Les Indésirables par Diane Ducret. C'est ici aussi un titre que j'avais depuis pas mal de temps dans ma pile à lire. Et c'est un récit que j'ai vraiment trouvé super intéressant. C'est un roman historique qui parle de faits historiques dont je n'avais absolument pas connaissance. Et je trouve ça toujours super enrichissant d'apprendre des pans de l'histoire à travers des lectures. En l'occurrence, c'est un récit qui va parler de l'histoire de milliers de femmes qui ont été déportées par le régime français au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Donc avant même le régime de Vichy, etc. Et du coup c'est l'État français en fait qui a décidé de déporter les femmes qui étaient étrangères, qu'elles soient mariées avec des Français ou pas, et également d'ailleurs je crois des femmes françaises qui étaient mariées avec des étrangers, à condition qu'elles n'aient pas eu d'enfants. Et donc en fait ces femmes-là vont être déportées dans des camps de travail dans les Pyrénées. C'est des camps dans lesquels elles travaillent, mais c'est des camps dans lesquels en fait elles sont surtout regroupées, parquées, et dans lesquels elles peuvent pas faire grand chose. Juste de l'autre côté du camp, il y a toute une partie de camps pour hommes qui ont été enfermés également à cet endroit-là pour du coup d'autres raisons. Et on va suivre du coup toute l'organisation de ces femmes dans ces camps. C'est pas des femmes qui vont être ensuite déportées vers l'Allemagne ou quoi, elles vont rester finalement pendant toute la guerre dans ces camps dans les Pyrénées, à part quelques-unes, notamment certaines femmes juives qui vont pour le coup être raflées par l'État allemand ensuite depuis les camps. Mais voilà, mais sinon, juste en fait, elles vont passer toute la guerre dans cet endroit-là et qui est vraiment un camp avec tout ce qu'on peut connaître, donc toutes les maladies, les violences, etc., tout ce qui arrive dans les autres camps, tous les décès qui existent également. Et dans tout ça, nous on va suivre deux personnages principaux, deux femmes qui vont se lier d'amitié dès le tout début, dès qu'elles vont se retrouver dans le Vélodrome d'hiver, puisque tout commence pour elles aussi dans le Vélodrome d'hiver. Et ces deux femmes, eh bien, il y en a une des deux qui est une Allemande arienne et l'autre qui est une femme juive. Et voilà, ils vont vraiment se lier d'amitié, on va vraiment suivre toute leur histoire. C'est vraiment un récit qui parle de solidarité entre ces femmes, de sororité, et de comment est-ce qu'elles vont s'entraider et comment est-ce qu'elles vont essayer de rendre leur quotidien au camp un peu plus vivable jusqu'à finalement la libération. Donc voilà, c'était vraiment un récit qui était super intéressant. J'ignorais complètement qu'il y avait des camps dans les Pyrénées, que l'État français avait enfermé ces femmes étrangères. En l'occurrence, c'est un camp qui est situé à Gurs, si jamais ça parle à certaines d'entre vous. Mais voilà, en tout cas moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Pour ce qui est du récit, de l'aspect fiction qu'il y a à l'intérieur de ce roman, je sais pas si je vais forcément tout retenir, mais par contre pour l'aspect historique et des faits historiques vraiment que ça raconte, ça pour le coup c'est sûr que je vais m'en souvenir. Et vraiment du coup, rien que pour ça je suis super contente de l'avoir découvert. Diane Ducret fait pas mal de romans qui sont inspirés de faits historiques ou dans lesquels elle parle justement de points de vue sur l'histoire qui sont pas forcément ceux qui sont les plus abordés. C'était également le cas dans ses récits qui s'appellent Femmes de dictateurs par exemple. Mais voilà, en tout cas pour ma part ça a été vraiment une bonne lecture. C'est un récit qui est très fluide, qui forcément comporte pas mal de scènes assez terribles, mais qui malgré ça est très fluide, et vraiment c'est un titre que je vous recommande si vous avez envie d'en apprendre plus sur tous ces événements-là. Ensuite on change complètement et on va passer côté graphique. Tout d'abord je vais vous parler de mon avancée dans la série Bright Stories par Kaoru Mori. C'est une série que j'apprécie beaucoup dans laquelle on suit Monsieur Smith qui est un explorateur anglais qui va se lancer dans tout un périple à travers l'Asie pour aller vraiment à la rencontre de différents peuples, et notamment il s'intéresse à toutes les coutumes autour du couple et du mariage. Au fur et à mesure des tomes, on suit donc toutes les rencontres qu'il va faire à travers les différents pays. Et vers le début du tome 12, Monsieur Smith va en fait faire l'acquisition d'un appareil photo et va décider du coup de revenir sur une partie de son trajet pour retrouver les différentes personnes et les photographier pour augmenter ses carnets de voyage. Pour ce tome 12, du coup, on se retrouve de nouveau en Perse avec Monsieur Smith, et on va également pas mal suivre le personnage de Thalas qui est devenu assez important. Thalas permet de suivre vraiment le côté des femmes, puisque pour le coup on est dans une ville dans laquelle les hommes et les femmes sont très séparés. Mais voilà, du coup c'est un tome, le tome 12, qui parle beaucoup finalement des journées d'ennui, des journées du quotidien, de comment est-ce qu'on passe son temps, etc. Et c'est un tome du coup un peu plus posé, et c'était assez intéressant à suivre. Pour ce qui est par contre des tomes 13 et 14, on change un petit peu de dynamique parce qu'il se passe quand même certains événements dont je ne vais pas vous parler, mais le tome 13 du coup est centré sur les deux jumelles avec leur mari qu'on avait découvert dans un des tomes précédents. C'est vraiment un tome qui se passe avec elles. Et le tome 14, on retrouve Amir et Karluk.
qui étaient donc les premiers personnages qu'avait rencontré Monsieur Smith, le premier couple qu'avait rencontré Monsieur Smith. C'est des personnages qu'on retrouve un petit peu en toile de fond au fur et à mesure des différents tomes. Il y a certains tomes dans lesquels on suit un petit peu tous les différents personnages qu'on a pu découvrir depuis le début de la série, et puis d'autres qui sont vraiment centrés sur certains personnages. Donc voilà, en l'occurrence c'est centré sur Amir et Karluk, et notamment aussi sur les frères d'Amir, les 3 frères d'Amir qui vont du coup trouver des épouses lors de grandes courses de chevaux, lors d'une sorte d'énorme fête à la gloire des chevaux auxquelles ils vont participer, et qui va donc leur permettre de se trouver des épouses. Donc c'est vraiment un tome qui est ancré également dans les traditions, même si c'est vrai que sur les derniers tomes on voit qu'il y a également des événements un peu plus sombres qui commencent à arriver en toile de fond, des événements qui commencent à se passer dans cette région du monde et qui sont compliqués. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment tout ça va continuer. C'est une série vraiment que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les dessins également à l'intérieur. Vraiment voilà, c'est une série que je vous recommande. Elle est présente dans pas mal de médiathèques. Pour ma part, j'avais commencé à la découvrir comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir s'ils l'ont par chez vous. Ensuite, j'ai également lu la duologie de comics qui s'appelle The Infinite Loop. Donc le tome 1 et le tome 2. Ceux-là aussi, ça faisait quelques temps que je les avais dans ma pile à lire. Je m'étais laissée tenter suite à une recommandation de Cordelia de mémoire. Et je les avais toujours pas découverts, donc il était temps. Dans ce récit-là, on est donc sur un récit qui mêle des boucles temporelles, du voyage temporel, des dimensions parallèles et une histoire d'amour lesbienne. On va suivre du coup notre personnage principal qui est une jeune femme qui a pour rôle, son travail, vraiment son job, c'est de trouver des anomalies temporelles et d'éliminer des anomalies temporelles, puisqu'on est donc dans un univers dans lequel il y a plein de boucles temporelles et plein de dimensions temporelles qui existent, dimensions parallèles et du coup aussi de dimensions temporelles. Et vraiment voilà, des voyages etc. Tout ça sont possibles, mais du coup il y a certaines anomalies qui ne sont pas censées exister, et elle, son rôle c'est de les retirer. Donc ça peut être par exemple un dinosaure qui se balade dans le futur, ou voilà, pas mal de choses comme ça, jusqu'au jour où elle va tomber sur une anomalie un peu spéciale, puisque non seulement c'est une anomalie vivante, ce qui normalement n'arrive pas, mais en plus c'est une humaine, et donc il va y avoir une histoire d'amour entre elles deux. C'est un récit qui est écrit par 2 Français mais qui bossent pas mal dans l'univers du comics américain, et c'est un récit qui est assez intéressant. J'ai plutôt bien aimé ma lecture, mais c'est une lecture qui est un petit peu déroutante. Le style graphique est assez joli, l'utilisation des couleurs aussi, mais par contre c'est vrai que la mise en page est pas forcément simple et aide pas forcément à suivre le récit. Parfois c'est un peu compliqué de savoir dans quel ordre on doit tout lire. Après peut-être que c'est juste en lien avec ce qui se passe dans le récit, le côté de boucle où justement on est un peu perdu aussi. Mais par exemple voilà, ce genre de planche où on a le même personnage, on sait pas très bien si c'est elle-même qui se rencontre entre les différentes dimensions, si elle se parle entre les différentes dimensions, etc. Enfin voilà, c'est... du coup, ouais, c'était intéressant à lire, j'ai plutôt bien apprécié, mais c'est vrai que je pensais peut-être aimer un petit peu plus. En tout cas, c'est un récit qui est quand même assez original, et si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à le lire. Moi, c'est vrai que c'est aussi pas ce avec quoi je suis le plus familière, ce qui explique aussi le fait que je me sens un peu perdue dedans. Et pour terminer, on revient à une lecture un petit peu plus sombre, et également une lecture historique et qui apprend des choses, mais cette fois-ci à travers du coup une lecture graphique, puisque j'ai lu la biographie de Simone Weil qui s'appelle Simone Weil l'immortelle. Alors c'est une biographie assez ciblée sur 2 événements de la vie de Simone Weil. On va la suivre du coup d'une part pendant tous les débats à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'elle va préparer ça, et puis vraiment au fur et à mesure des débats, pendant qu'elle va essayer justement de faire passer la loi pour autoriser l'IVG en France. Et puis d'un autre côté, on va la suivre depuis son enfance à Nice, et puis ensuite sa déportation dans les camps, la libération, etc. Vraiment voilà, tout ce pan aussi de son histoire. C'est une bande dessinée qui est faite avec des planches qui sont en monochrome à chaque fois, avec plusieurs ambiances différentes, une ambiance particulière pour tout ce qui est Assemblée nationale, et puis une ambiance assez différente, forcément plus sombre, pour retranscrire un petit peu ce qui se passait pendant les camps. Donc c'était un récit que j'ai trouvé assez intéressant sur les 2 points de vue du coup, et puis pour avoir vraiment un peu une sorte de vision d'ensemble du travail de Simone Weil, même si son travail s'est pas juste arrêté à ça et qu'elle a fait aussi pas mal d'autres choses. Mais voilà, par rapport à ces 2 grands éléments de sa vie, donc sa déportation et puis la loi sur l'IVG. C'est un titre que j'ai lu parce qu'on a proposé une sélection sur Isneo autour de romans graphiques qui parlaient justement d'avortement pour l'entrée dans la Constitution. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'informations si j'y pense, si ça vous intéresse d'aller voir un peu la sélection qu'on a proposée. J'ai fait partie du coup des personnes qui ont proposé des titres, qui en ont chroniqué, mais j'étais pas la seule à travailler dessus. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec ce point lecture.
lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que je vous aurai peut-être donné envie de découvrir certains de ces titres. J'espère que vous ferez plein de très chouettes lectures et on se retrouve très bientôt en vidéo. Salut!